BFM Business, BFM Crypto, le club. Toute l'actualité des cryptos, des NFT, de la blockchain, du lundi au vendredi sur notre antenne à cette heure-ci. On va parler des enjeux, on va parler des défis, parfois aussi de la polémique qui entoure les crypto-monnaies. En plateau aujourd'hui, Valentin Demey. Bonjour. Bonjour Stéphane. Journaliste chez Cryptost. Également avec nous Cyril Sabag, directeur de Mélanion Capital. Bonjour Cyril. Bonjour Stéphane. On vous donnera la parole dans un instant. On parlera des ETF. D'abord la parole à Laurent Pignot, journaliste chez Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler du Bitcoin qui navigue autour des 30 000 $ depuis plusieurs semaines. Alors, quels sont les niveaux techniques à surveiller et surtout ces niveaux qui pourraient donner une direction plus précise du cours du Bitcoin s'ils sont franchis? Oui, alors effectivement, le Bitcoin joue un petit peu avec les nerfs des crypto-investisseurs depuis de nombreuses semaines, depuis un mois maintenant. Le Bitcoin navigue largement dans cette zone de 28 000 $ par le bas et par le haut, cette zone des 31 500, 32 000 $. Donc une zone de consolidation depuis un mois qui tient et qui repousse les acheteurs par le haut et les vendeurs par le bas au niveau des 28 000 $. Alors le Bitcoin a clôturé une semaine positive, enfin une semaine verte la semaine dernière, après avoir connu 9 semaines de baisse consécutive sur le Bitcoin. Donc le contexte à terme reste très dégradé, même si le Bitcoin a tenté à 2 reprises de s'extirper par le haut de cette zone des 31 500 $. Mais finalement, en vain, ça n'a pas marché pour le Bitcoin. Alors quels sont les niveaux à court terme qu'il faut surveiller? Alors bien évidemment, c'est toujours cette zone des 30 000 $, comme je vous disais, plus largement 28 500, 28 000 jusqu'à 32 000 $ qu'il va falloir surveiller. Alors avec un scénario un petit peu pessimiste, cette zone pourrait lâcher au niveau des 25 000 $ dans un premier temps, qui est finalement la zone du rebond technique d'il y a un mois. Et puis, avec une vision encore un petit peu plus négative et qui n'est pas à exclure malheureusement, nous pourrions repartir sur la zone des 20 000 $, cette zone qui est finalement le sommet du marché haussier de 2020. Avec cette fois-ci peut-être une vision un petit peu plus positive qui est tout à fait possible dans cette zone de consolidation. Nous pourrions avoir trouvé notre point bas sur cette zone des 30 000 $ et donc sur ce fameux rebond technique à 25 000 $ il y a un mois. Il va falloir dans un premier temps refranchir cette zone des 33 000 $, 34 000 $ avec force et avec volume pour donner un signal vraiment franc et haussier sur le cours du Bitcoin. Mais le contexte macroéconomique reste très dégradé tout de même. Nous avons un resserrement de la politique monétaire américaine et européenne à venir, avec une inflation qui reste toujours très élevée. Alors d'ailleurs, vendredi, on a une publication de l'inflation sur le mois de mai aux États-Unis. Un ralentissement, une confirmation du ralentissement de l'inflation aux États-Unis pourrait être bénéfique aussi bien pour les marchés actions que pour les marchés crypto, évidemment. Mais par contre, si l'inflation ressurgit et au-dessus du consensus des analystes, alors cette fois-ci, le marché actions pourrait bien sûr se délester de quelques pourcentages et le marché crypto, d'autant plus, on a l'habitude, qui subit des variations bien plus importantes. Est-ce que l'Ether a plus de potentiel graphiquement ? Alors l'Ether, la situation est un peu plus dégradée par rapport aux semaines précédentes. Nous gravitons autour des 1800 $, qui sont les niveaux de l'été dernier, les points bas de l'été dernier en 2021. Alors c'est ce niveau qu'il va falloir garder et conserver si on veut espérer une relance haussière sur l'Ether. Et bien sûr, cette relance dépendra évidemment du Bitcoin qui drive le marché. On peut avoir une vision aussi un peu pessimiste. Si le Bitcoin vient à lâcher, c'est cette zone des 1700 $ qui représente les plus bas annuels du Bitcoin, de l'Ether, qui pourrait tenir. Et cette fois-ci, avec une vision encore plus négative, si le Bitcoin vient lâcher encore davantage, c'est le retour sur le marché haussier de 2017 pour l'Ether, cette zone des 1400 $ qui pourrait faire office de support pour la deuxième crypto-monnaie du marché. Est-ce qu'il y a une autre crypto-monnaie qui, selon vous, est dans une zone de prix intéressante ou en tout cas à surveiller ? Alors oui, il y a une autre crypto-monnaie, c'est le BNB, donc le Binance Coin, qui est une autre crypto-monnaie qui se situe sur une zone de support qui est intéressante. C'est cette zone des largement 260, 290 $ qui tient le coup, qui sont les plus bas aussi de l'été dernier pour le BNB. Donc cette fois-ci, comme pour l'Ether, si le Bitcoin tient et qu'il ne vient pas à lâcher, on pourrait avoir trouvé éventuellement un point bas sur ce support sur le BNB. Mais réponse surtout vendredi, comme je vous le disais, avec la publication de l'inflation aux États-Unis qui pourrait donner le là sur le marché des cryptos.
Merci beaucoup Laurent Pignot, journaliste chez Zone Bourse, Valentin Demey en plateau, journaliste chez Cryptost, et Cyril Sabag, directeur de Mélanion Capital. On va commencer avec vous Valentin, on va parler d'un protocole de la finance décentralisée attaqué en justice qui lève 1,5 million d'euros pour sa défense grâce à la vente de NFT. C'est le protocole Pool Together, loterie sans perte de la DeFi. Exactement. La finance décentralisée qui est une des grandes tendances depuis quelques années déjà sur le marché des crypto-monnaies se fait attaquer en justice par une personne qui reproche, on va le voir dans quelques instants, à cette loterie sans perte d'être une loterie déguisée qui n'aurait pas dû fonctionner de cette manière. Et du coup, il lève 860 Ethers auprès du grand public. Voilà, exactement. Donc, déjà, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui est reproché à ce protocole de la finance décentralisée, c'est les grandes interrogations qu'on a déjà un petit peu depuis quelques mois, depuis que la régulation s'intéresse à la crypto et particulièrement à la finance décentralisée, avec une loi aux États-Unis qui date de 2014, qui sert du coup de prétexte à cette attaque de monsieur Kant, qui est un petit peu connu dans l'écosystème, qui est un petit peu anti-crypto. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté dans cette loterie sans perte $10 de participation, pour faire très simple. Et puis, il a allé au nom de la loi dite des États-Unis, de New York, déposer plainte pour... C'est un peu complexe, mais on va vite comprendre pourquoi. Voilà, c'est des obligations à prime au Royaume-Uni autorisées uniquement par des banques ou des coopératives de crédit et des comptes épargne. Alors, qu'est-ce que Pool Together? Pool Together, c'est une loterie sans perte. Au lieu de gagner les pertes de d'autres utilisateurs qui vont jouer au loto comme on peut le faire classiquement en France ou ailleurs, eh bien, les joueurs vont gagner les intérêts générés par les autres utilisateurs. Donc, c'est tout le monde qui met dans un pot commun plusieurs dizaines de millions d'euros en moyenne sur Pool Together sur l'année passée, qui vont être placés dans des protocoles de finance décentralisés comme Compound ou Aave qui génèrent 3, 5, 10%. Et on va se partager les 3, 5, 10%. Un joueur ou plusieurs joueurs vont gagner ce pot. Donc on va gagner les intérêts générés par les autres utilisateurs et pas leur perte potentielle. Donc ceux qui jouent ne perdent que les intérêts finalement. Exactement. Donc si vous mettez $10, vous pouvez les laisser à vie en espérant gagner. Si vous perdez, vous pouvez les récupérer le lendemain ou la semaine qui suit. Donc c'est ça en fait effectivement qui est attaqué parce que d'après la loi, Pool Together n'est pas autorisé à gérer des comptes d'épargne liés à des prix. Mais là, c'est toute la régulation qui est complexe à mettre en place, puisqu'effectivement, Pool Together, c'est un protocole de la finance décentralisée. Donc, la régulation souhaiterait qu'il y ait quelqu'un de physique, mais par définition, c'est pas possible, puisque c'est du langage et du code informatique qui est régulé, décentralisé, dont tous les joueurs qui possèdent le token de Pool Together, à savoir Pool, peuvent décider des différentes directions du protocole. Donc c'est un petit peu compliqué de mettre une loi sur quelque chose de décentralisé, c'est toute la question. Et justement, pour essayer de répondre à cette attaque en justice, eh bien, le protocole a créé des NFT, 3 sortes de NFT qui valent 0,1 Ether pour le premier, 1 Ether et jusqu'à 75 Ethers. Ouais. Et ils ont levé du coup effectivement plus d'1 800 000 euros aujourd'hui pour payer les frais de justice et pouvoir répondre à cette accusation qui est très particulière et très importante puisque c'est la première pour l'écosystème de la finance décentralisée, la première du type. Et donc tout l'écosystème de la DeFi s'est un peu levé derrière Pool Together en proposant justement d'aider Pool Together ou d'offrir aux détenteurs de NFT certains accès sur d'autres protocoles DeFi pour avoir une voie commune face à cette attaque qui est injustifiée d'après Pool Together et donc par définition d'après la finance décentralisée même puisqu'il ne peut pas y avoir une seule personne derrière. Cyril, c'est normal qu'on surveille qu'il n'y ait pas d'excès, pas de fraude, ou est-ce que parfois ça vire à l'acharnement, comme le laissait entendre Valentin ? Est-ce que c'est normal ? Je dirais, d'une certaine façon, oui. La complexité et les risques qui sont derrière ce type de système sont à mettre en regard avec les différentes lois qui existent. À partir du moment où une loi existe, et on en a parlé, qui régule la loterie, un système qui se rapprochera de la loterie, même s'il est sur la finance décentralisée, prend le risque d'être attaqué. D'où l'importance de faire ces vérifications en amont et de vérifier que tout est OK. Mais c'est extrêmement complexe. Et surtout, comme l'a dit Valentin, tout est régi par un code
informatique, je veux dire. Et donc, du coup, mettre des lois sur ces sujets-là est extrêmement complexe. Oui, on essuie un peu les plâtres, on avance en territoire inconnu, évidemment. Oui, effectivement, parce que la majorité des réglementations qui sont en train d'être discutées sont particulièrement adaptées pour ce qu'on appelle des middlemen, ou en tout cas des intermédiaires de confiance qui n'existent pas dans la finance décentralisée. Et c'est toutes les discussions qu'aujourd'hui l'ADAN, notamment, qui est l'association française qui développe un petit peu, qui défend l'écosystème et qui essaie de le démocratiser. Numérique, ouais. Exactement. Qui essaye justement d'expliquer aux régulateurs. On ne peut pas demander la même chose aux acteurs centralisés qui sont PSAN notamment et aux acteurs de la finance décentralisée la même chose. On n'a pas les mêmes intermédiaires, on n'a pas les mêmes structures. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est un code informatique qui régit ça, qui est transparent et les gens peuvent effectivement s'assurer que les fonds sont bien déposés quelque part et que c'est pas une loterie bizarre où on redistribue à la manière d'un Ponzi que quelques pourcents de ce qui est amassé par une seule personne. L'ambiance est en train de changer dans l'univers des cryptos. Après des années de croissance vraiment insolente, on voit les entreprises maintenant de plus en plus qui lèvent le pied sur les embauches et même certaines qui annoncent des licenciements. Effectivement, c'est le fameux effet bear market où on voit les sociétés qui peut-être avaient vu trop grand, trop vite ou peut-être qui n'avaient pas de réelle capture de valeur crypto-monétaire commencer à s'essouffler, lever le pied sur les embauches ou comme l'échange des frères Winklevoss Gemini supprimer une partie des postes, 10% vont être supprimés par les frères Winklevoss avec l'échange Gemini. Et puis en fait de l'autre côté, ce qui est intéressant d'observer, c'est que les vraies entreprises qui avaient des vraies stratégies de capture de valeur comme Kraken ou Binance, elles, en tout cas, recrutent les talents qui sont en train de partir. Il y a eu un vrai mouvement ces derniers mois du fameux Web 2, des grands noms de chez Google, de chez Facebook, qui quittaient ces entreprises bien connues pour aller dans le monde du Web 3 ou de la crypto-monnaie, même dans des protocoles de finance décentralisés. On a AAV qui s'est aussi positionné comme un grand acteur qui capture de la valeur réelle et qui est aujourd'hui capable de dire aux talents des projets un peu farfelus qui commencent à s'essouffler et qui ne capturent plus de valeur, venez chez nous parce que nous on a encore de la trésorerie, nous on a un vrai modèle économique, nous on a une vraie capture de valeur économique dans la finance décentralisée et on peut vous proposer un vrai travail ici avec non pas une rémunération en token qui s'effondre de 99% avec la rémunération mais une vraie structure. Et effectivement, on en discutait ensemble, Cyril, c'est pour beaucoup des entreprises qui font le pont entre peut-être la finance traditionnelle ou les services de la finance traditionnelle ou des services de la finance plus courante avec celle de la crypto-monnaie et qui sont donc cette fameuse porosité entre ces mondes et qui ne sont pas dans l'affrontement. Donc c'est très intéressant de voir celles qui avaient vu trop vite, trop grand et qui n'avaient pas de capture de valeur et des tokens qui s'effondrent, et celles comme celle que j'ai citée, Kraken, même CoinHouse, qui lève d'ailleurs 40 millions, notre entreprise française d'échange, cette plateforme d'échange de crypto-monnaie qui lève 40 millions aujourd'hui, qui continue d'embaucher, alors que celles qui ont vu trop vite, trop loin avec une fausse valeur, capture de valeur peut-être, s'essouffle et commence à licencier. Question à tous les deux, mais est-ce que c'est à votre avis conjoncturel parce que la croissance mondiale est en train de ralentir ou est-ce que c'est une phase classique après une période d'euphorie au départ, exactement comme on avait eu au début d'Internet, c'est-à-dire croissance tous azimuts avec parfois des embauches à un rythme hallucinant et puis il y a forcément un moment où on se pose un peu et on voit ce qui est utile, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En fait, il y a deux conjonctures effectivement qui sont totalement différentes. Il y a d'un côté ceux qui avaient embauché sur base d'un protocole qui n'avait pas de réel intérêt, c'est-à-dire que tant qu'il y avait des VC qui donnaient de l'argent ou des gens qui rentraient, ça fonctionne. Et puis au bout d'un moment, quand ça s'essouffle, on voit les vrais usages. Et ces vrais usages, ce sont les entreprises qu'on vient de citer qui continuent de capturer de la valeur crypto-monétaire. Sur ceux qui avaient vu trop loin, par définition, il y a moins d'entrées aujourd'hui, il y a moins de capitaux, il y a moins de personnes parce que les prix sont peut-être à la baisse, donc on voit moins de génération de frais et donc moins de capacité de financer les équipes. Mais en vérité, quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde les vraies entreprises qui avaient, encore une fois, des vrais services et qui proposaient réellement quelque chose, elles sont en train d'embaucher les talents qui partent des autres protocoles qui avaient vu trop vite, trop loin. Et c'est très intéressant parce que c'est très palpable aujourd'hui. Et encore une fois, c'est des protocoles qui raflent les meilleurs ingénieurs parce qu'il y a encore 6 mois, ils coûtaient extrêmement cher. Et les protocoles avaient du mal à se les payer. Aujourd'hui, la loi du marché recalme un petit peu tout ça et les vrais protocoles les achètent. Cyril ? Je rejoins Valentin et je dirais que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette bulle et donc il y a eu énormément d'embauches dans ces secteurs. À côté de ça, on a une conjoncture un peu compliquée. On a vu la finance décentralisée avec ce qui s'est passé sur Terra Luna a beaucoup souffert. Ça, c'est le premier point. À côté de ça, on a la conjoncture classique des marchés qui est un peu difficile. Les VC qui viennent un petit peu moins. Et donc, du coup,
une sélection, un tri en fait qui se fait sur les différents projets. Et ceux qui, entre guillemets, raflent la mise, en tout cas ceux vers lesquels les gens se tournent et qui continuent à recruter, ce sont ceux qui font le pont justement entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Dans un instant, on va parler d'un ETF thématique action sur le Bitcoin. Mais d'abord, un mot qui illustre bien ce qu'on dit souvent sur la démocratisation des cryptos. Les utilisateurs américains de PayPal peuvent transférer des crypto-monnaies. Ça, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement et ça incarne en fait effectivement tout ce qu'on dit sur ce plateau et particulièrement aujourd'hui avec les entreprises qui sont à la frontière entre les deux, qui font le pont ou en tout cas qui ont une vraie valeur ajoutée. Je pense que sur PayPal, on ne se pose plus la question et effectivement, ça fait des mois qu'on sait qu'ils s'accentuent de plus en plus et qu'ils s'intéressent à la crypto. Ils avaient, il y a quelques mois, presque un an maintenant, même 1 an et demi, annoncé qu'ils intégreraient les services des principales crypto-monnaies. Mais c'était équivalent à du papier, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas retirer les crypto-monnaies, c'était de l'achat sur la plateforme et on pouvait payer sur certains commerçants, mais on ne pouvait pas les échanger entre utilisateurs et on n'avait pas sa propre adresse pour recevoir ses propres fonds sur le portefeuille PayPal. C'est une première étape. Exactement, c'est chose désormais qui est rectifiée puisque chaque utilisateur a maintenant son adresse, peut recevoir, je peux envoyer à Cyril, je peux vous envoyer Stéphane et inversement vous pouvez me renvoyer sur mon adresse directement sur PayPal et je peux aussi la retirer sur ma clé privée, sur une ledger, si je veux m'assurer d'avoir bien ces crypto-monnaies. Donc, c'est pas du papier. On sait s'il y a des commissions ? On sait qu'il y a des commissions. Alors oui, il y a des commissions, je ne les ai pas effectivement en tête, mais bien évidemment, c'est un service que propose PayPal, donc ils prennent leurs commissions. Mais là où ce n'était pas possible, et c'était potentiellement du papier, on sait que c'est réel et que maintenant on a nos adresses pour ce portefeuille qui devient donc custodial et qui peut garder de la crypto-monnaie pour le compte des utilisateurs. Cyril, c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose parce que ça amène, on va dire, de la transparisation, de la transparence, comme l'a dit Valentin. Avant, PayPal ne proposait qu'un échange et on ne voyait pas ce qui était derrière. Là, maintenant, on peut retracer toute la chaîne et on peut aller jusqu'au ledger, voilà, et donc jusqu'au wallet, ce qui est plutôt très positif. Mais vous l'avez dit souvent, Valentin, quand on ouvre de plus en plus le monde des cryptos au grand public, il y a toujours, c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire, on démocratise l'utilisation des crypto-monnaies, mais d'un autre côté, on amène aussi beaucoup de touristes, entre guillemets. On amène des gens de passage qui, effectivement, soit restent quelques jours, achètent une mauvaise crypto-monnaie en pensant être milliardaire en quelques heures. On en parlait hier, effectivement, sur la crédulité des utilisateurs qui pensent envoyer un Ether à Elon Musk et qui le renverra en x2, alors que forcément, ce n'est ni Elon Musk ni l'Ether ne sera renvoyé. Mais pour ceux qui restent, et en tout cas pour aller chercher cette adoption supplémentaire, encore une fois, Ladan et KPMG sortaient en partenariat avec Cryptos il y a quelques mois ce sondage IFOP, 8% des Français détiennent des crypto-monnaies. L'Europe, par la BCE, sortait il y a quelques semaines, elle, 10% des Européens détiennent des crypto-monnaies. Donc ça grossit. Et si on veut de plus en plus parler au grand public, il va falloir que des portefeuilles comme PayPal proposent ces services opérants. C'est encore mieux quand ils sont effectivement backés par des vrais Bitcoin, Ether et autres en banque et qu'on peut les retirer sur son portefeuille. Mais indéniablement, demander à Madame Michou de posséder un MetaMask pour se connecter à Pool Together et essayer de jouer sans perte, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est le rôle des portefeuilles comme PayPal, comme Argent également, de faciliter cette adoption. Ouais. On va parler d'un ETF thématique action sur le Bitcoin avec vous, Cyril Sabag. Oui, absolument. Voilà. Donc, Mélanion Capital a émis le premier ETF au monde, UCITS, sur la thématique Bitcoin. Alors, il est investi sur des actions de l'écosystème crypto. Donc, il n'y a ni crypto-monnaie, ni autre, enfin ni Bitcoin. Donc, pas de risque de hack, de vol ou de risque de contrepartie. On investit en fait dans des sociétés, on sélectionne les 30 sociétés qui sont les plus sensibles au Bitcoin et on rebalance le portefeuille tous les 3 mois. Donc on sélectionne des sociétés qui sont dans l'écosystème et qui sont des actions listées sur des marchés réglementés. Comment est-ce qu'on peut investir ? Alors on peut investir de 3 façons différentes, via un compte titre, via une assurance vie et également via un plan épargne retraite. C'est ça tout l'intérêt de la construction de cet ETF, c'est qu'il est ce qu'on appelle UCITS et donc du coup il est éligible dans toutes les enveloppes régulées classiques. Vous savez qu'ici on adore parler d'argent, que ce soit dématérialisé, crypto, physique, donc on va parler de rendement. Forcément. Oui, alors je vais donner les performances depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Alors il se trouve que la dernière fois qu'on était sur le plateau avec Valentin, c'était une journée de purge sur les cryptos. On avait Coinbase qui avait fortement chuté. Il se trouve que depuis ce jour-là, les marchés se sont un peu repris. Notre ETF a gagné environ 4,5%, ce qui est en ligne avec le Bitcoin. Bitcoin a fait 5% sur cette période. Et ce qui est un petit peu meilleur que les gros indices européens et un petit peu en dessous
des indices actions américains. On peut parler peut-être des sociétés qui le composent. Oui, alors il se trouve que la dernière fois j'avais parlé d'une société de mining et d'une société de services bancaires. Là je vais faire un zoom sur deux sociétés. Une société canadienne qui s'appelle Big Digital Asset pour Blockchain Intelligence Group. C'est une société en fait qui est spécialisée dans des services autour de la crypto-monnaie et de la blockchain avec un focus sur les risques et la conformité, donc ce qu'on appelle la compliance en anglais, et qui aide des entités institutionnelles à s'équiper sur toutes les problématiques de ce qu'on appelle LCBFT, lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, et également la partie KYC, Know Your Consumer. Donc ça, c'est la première société sur laquelle dont je peux parler. Je vais aussi parler d'une autre société. Alors c'est assez drôle, c'est une société qui s'appelle Overstock, qui est une société américaine. Le PDG est un bitcoiner convaincu depuis longtemps, et en 2017, cette société a décidé de proposer aux clients de pouvoir payer ou d'être remboursé en bitcoin. Ce qui fait que mécaniquement, la société a engrangé des bitcoins et a eu un cours de son action très fortement corrélé au bitcoin, avec presque 200% en 2017 et entre mi-2020 et fin 2021, presque 300%. Donc intéressant, c'est encore d'autres sociétés qui font partie du fameux écosystème dont j'ai parlé pour notre ETF. Valentin, une réaction, c'est une forme d'institutionnalisation quand on commence à créer des trackers sur des secteurs d'activité? Et ça peut être une bonne chose. Moi, je pense effectivement que c'est important d'avoir ces deux mondes qui s'adressent très régulés à des entreprises qui doivent absolument avoir des cahiers des charges très stricts et qui veulent quand même s'exposer au Bitcoin. Et on sait que le temps que la régulation accompagne les entreprises et cadre tout ça, c'est en cours en Europe. On le répète assez souvent sur le plateau, mais c'est important de bien faire, de ne pas mettre du vieux avec de l'ancien ou l'inverse et de structurer un peu mal les choses. Et on est en pleine régulation européenne sur ces sujets-là. Et le trilogue est en cours, donc on est attentif. Mais en attendant, c'est important pour ces sociétés dites classiques de pouvoir s'exposer grâce notamment aux ETF que propose Cyril, tout en ayant la capacité pour les particuliers d'acheter du Bitcoin réellement sur des plateformes comme CoinHouse, Coinbase, Binance ou PayPal désormais. Donc c'est deux mondes qui effectivement sont importants. Il y a souvent la grande question, est-ce que l'institutionnalisation du Bitcoin ne tue pas le principe même de Bitcoin, c'est-à-dire la décentralisation, il ne faut pas qu'il soit régulé, ce genre de choses. On le répète, effectivement. On disait pareil pour Internet au début. On disait pareil, effectivement, ça faisait aussi peur. Alors là, d'autant plus pour Bitcoin, on ne régule pas Bitcoin, on régule les acteurs autour du Bitcoin, ce que je disais tout à l'heure, les middlemen, les intermédiaires qui doivent effectivement fournir des informations. On ne peut pas arrêter Bitcoin, on ne peut pas supprimer Bitcoin. Par contre, on peut essayer d'encadrer ce qui est tout autour. Il faut le faire bien, il ne faut pas le faire trop, il ne faut pas le faire trop vite, il ne faut pas le faire plus que les autres. Mais quand ça c'est bien fait, effectivement, on aboutit à des choses très importantes, des ETF qui permettent à d'autres types de publics de s'exposer à cette classe d'actifs. Cyril nous disait qu'il n'y a pas de Bitcoin ni autre crypto-monnaie dans cet ETF. Pour éviter donc le risque de hack, de perte de clés, j'ai envie de rajouter de volatilité. Je fais une fixation dessus, mais c'est important aussi quand on propose un ETF qui n'est pas une volatilité trop importante. Alors là, je vais laisser effectivement Cyril répondre. On a une volatilité importante sur Bitcoin. En l'occurrence, là, Cyril, vous êtes sur des entreprises qui répercutent un minimum le cours du Bitcoin ou en tout cas l'activité sur ce monde crypto-monétaire. Donc, oui, a priori, ça devrait quand même bouger un petit peu. Non, la volatilité, elle est présente. Elle est présente parce qu'on a des actions qui sont dans cet écosystème crypto qui est un écosystème volatile. On a également le risque sur cet ETF, c'est ce qu'on appelle le SRRI 7, qui est un risque élevé. Voilà. Maintenant, tous les risques, comme j'en ai parlé, le hack de perte de clés qu'on peut avoir classiquement sur les cryptos, là pour le coup, il est complètement, il disparaît. Et l'autre point aussi sur cet ETF, et c'est un vrai avantage par rapport à un investissement en crypto classique, c'est qu'on peut le loger dans des enveloppes traditionnelles. Alors justement, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut loger votre ETF dans un PER? Là, c'est vraiment un choc des cultures. On a d'un côté le monde des cryptos et de l'autre côté, on parle quand même de plan d'épargne retraite. Vous avez tout à fait raison. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui l'unique possibilité de s'exposer à la thématique Bitcoin dans un PER. Voilà. Donc la réponse est oui. Donc la réponse est oui, et via notre ETF, c'est faisable. Donc c'est assez intéressant. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un choc des cultures. Après, d'une certaine façon, comme on se dit que le Bitcoin est un investissement aussi sur le très long terme, est-ce que finalement, c'est pas logique de pouvoir le proposer? Après, il fallait techniquement
et réglementairement pouvoir le faire. C'est ce que notre ETF permet. Ça amènera peut-être les plus jeunes à penser à leur retraite. On dit souvent qu'on y pense trop tard. Mais c'est vrai Tout à fait. Au niveau du côté américain, qui sont une retraite un peu différente de la nôtre, qui est par capitalisation, ça fait quelques semaines que beaucoup d'entreprises proposent à leurs salariés d'épargner en partie en Bitcoin. Donc c'est un choc des cultures, mais finalement c'est un peu le continuum de ce qu'on a toujours souhaité, c'est-à-dire intégrer au plus grand nombre, que ce soit aux gens qui n'ont pas d'accès bancaire ou qui sont en difficulté pour accéder à des prêts avec la finance décentralisée, d'accéder à ce genre de service et donc désormais d'épargner en Bitcoin. Et encore une fois, on ne parle pas du protocole Bitcoin, il n'est pas du tout menacé ou quoi, mais c'est une intégration supplémentaire dans un portefeuille différent et c'est très important d'aller de plus en plus vers le grand public. Il nous reste peu de temps. Hier, vous étiez en Italie, Cyril. Absolument. Pour y faire quoi? J'étais à Milan. Écoutez, on a eu la chance de coter notre ETF à la bourse italienne. Vous avez sonné la cloche. On a sonné la cloche, absolument. J'ai eu la chance de sonner la cloche. C'était assez simple. La bourse italienne nous a contactés. Voilà, il nous a dit aujourd'hui, on n'a pas de tracker sur le Bitcoin, de tracker direct. Il se trouve que le régulateur italien ne veut pas. Or, vous avez une alternative qui est fantastique, notre ETF. Est-ce que vous voudriez bien le lister chez nous? Donc voilà, donc on a fait le nécessaire. Donc c'était à leur hier, demande. Tout à fait. Enfin, on a longuement échangé et on a eu une très forte. Ils nous ont poussé en nous disant voilà, venez chez nous, venez lister notre ETF. Donc c'est ce qu'on a fait hier. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci pour cet échange. Cyril Sabag, directeur de Mélanion Capital. Et merci à vous, Valentin Demey, on vous retrouve très souvent sur l'antenne, journaliste chez Cryptost. On marque une pause. Merci. Juste après, ce sera le club avec nos invités. Plein de sujets aujourd'hui. On va parler de la croissance qui a été sérieusement revue à la baisse par l'OCDE. On parlera aussi de la réunion de la BCE. C'est demain. On parlera du prix des matières premières. Juste un chiffre. Le prix du gaz en Europe va être multiplié par 5 cette année par rapport à l'an dernier, c'est la prévision du Cyclope. Qu'est-ce qu'on choisit en termes d'investissement dans ces conditions? Eh bien, la réponse, c'est juste après la pause. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.